Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct. On va passer en revue les derniers développements dans la bande de Gaza, les efforts de l'Égypte, déployés par l'Égypte pour essayer d'appliquer un cessez-le-feu et faire les échanges, ou bien l'échange des prisonniers entre les deux belligérants, soit le Hamas, soit Israël, ainsi que chercher une solution pour la cause palestinienne. Le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué, ou bien a reçu deux appels téléphoniques. Le premier, c'était un appel téléphonique avec le roi Abdallah II de Jordanie portant sur la situation régionale tendue, surtout dans la bande de Gaza. Le président a réitéré lors de cet entretien la condamnation par l'Égypte de l'attaque terroriste qui a eu lieu dimanche à la frontière jordano-syrienne. Il a indiqué que l'Égypte soutenait complètement la Jordanie, a accordé un grand intérêt à sa sécurité et à stabilité. Un deuxième appel téléphonique qui a été reçu par le président Abdel Fattah el-Sisi, c'était avec le chancelier allemand Olaf Scholz. L'entretien a porté sur la conjoncture régionale. El-Sisi a passé en revue les efforts intensifs déployés par l'Égypte en vue de parvenir à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, ainsi que les initiatives liées à l'échange des détenus. Le chef de l'État a souligné la nécessité pour la communauté internationale d'agir en faveur de la mise en œuvre des résolutions de l'ONU. Salih Ahmed et Yara Choucha nous donnent les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu lundi un appel téléphonique du chancelier allemand Olaf Scholz. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que l'appel a porté sur la situation régionale et la croissance des tensions dans la région. Le président el-Sisi a passé en revue les efforts intensifiés de l'Égypte pour parvenir à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, ainsi que les initiatives liées à l'échange des détenus, afin d'y assurer la protection des civils qui souffrent depuis plusieurs mois des conditions humanitaires tragiques, soulignant la nécessité pour la communauté internationale d'agir dans le but de faire pression en faveur de la mise en œuvre des résolutions pertinentes de l'ONU. L'appel a également abordé les efforts visant à arrêter l'expansion de la portée du conflit touchant la région, ayant de graves conséquences pour le Moyen-Orient et la paix et la sécurité internationale. Dans ce contexte, le chancelier allemand a salué le rôle constructif de l'Égypte dans la région, ainsi que les deux parties sont convenues de l'importance de la solution à deux États comme base pour restaurer la paix, la sécurité et la stabilité dans la région. Le porte-parole officiel a ajouté que lors de l'appel, les moyens de renforcer les relations bilatérales distinguées entre l'Égypte et l'Allemagne à différents niveaux ont été examinés. Et pour aborder ce sujet et analyser les efforts déployés par l'Égypte pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame l'ambassadrice Wafa Bassim. Vous êtes ancienne assistante du ministre des Affaires étrangères. Bonsoir. Apparemment, il y a un problème. On va essayer de rejoindre Madame l'ambassadrice. Alors, comme je viens de dire que le président Abdel Fattah el-Sisi a eu deux appels téléphoniques aujourd'hui. Le premier, c'était avec le roi de Jordanie, où ils ont traité ou abordé la question palestinienne, la situation dans la bande de Gaza, les moyens de mettre fin à l'effusion du sang dans cette région, arriver à une paix entre les Israéliens et les Palestiniens et surtout un cessez-le-feu entre les deux parties, un accord quand même sur les échanges, l'échange des prisonniers entre les deux parties. Nous avons pu rejoindre Madame l'ambassadrice Wafa Bassim. Bonsoir. Bonsoir. Alors, à votre avis, l'importance de la coopération entre l'Égypte et l'Allemagne pour arriver à une solution pour la guerre dans la bande de Gaza? Disons que le fait qu'il y a des conciliations étroites à ce très haut niveau entre l'Égypte et l'Allemagne constitue en elle-même
un point positif dans des relations très solides entre les deux pays sur dans plusieurs domaines, que ce soit économique, d'investissement, commercial, culturel. Et bien que les deux pays ne voient pas du même œil le conflit ou la guerre à Gaza, et ceci, on peut facilement le déduire des positions annoncées et déclarées de la part des autorités allemandes à plusieurs reprises, leur position dans le vote dans l'Assemblée générale, leur position déclarée même à la considération de la Cour internationale de justice de la plaidoirie présentée par l'Afrique du Sud. Disons que il y a un crime de génocide qui a été fait par l'armée israélienne, le gouvernement israélien à Gaza, bien qu'on ne voit pas d'œil commun ou de point commun dans ces positions-là, mais il reste toujours un certain commun, disons, minimum dénominateur. Le fait qu'il faut acheminer les provisions, les assistances médicales et de provisions de nourriture, d'équipements, de protection civile à Gaza est un point de vue commun. Un deuxième point de vue commun aussi, c'est qu'il faut au plus vite possible trouver une solution basée sur la négociation entre Israël et la Palestine pour la création de deux États qui peuvent coexister avec un État palestinien indépendant qui aura comme capitale la Jérusalem Est. Et de là, avec ces deux, disons, des deux points de vue communs, les consultations continuent quand même. Nous n'espérons pas que d'ici le lendemain, l'Allemagne va changer beaucoup son regard, sa position sur ce qui se passe à Gaza. Nous n'attendons pas que l'appui inconditionné qu'elle donne à Israël en ce moment va changer immédiatement pour les raisons historiques, politiques connues, mais au moins il reste toujours ce canal ouvert de consultation, d'échange de vues, de dialogue, qui, nous les espérons, pourra quand même aboutir à quelque chose de positif sur le plan international. Nous attendons maintenant une session spéciale du Conseil de sécurité qui doit se passer ce mercredi à New York pour voir quelles sont les mesures que la communauté internationale devrait prendre pour mettre en œuvre le dernier verdict de la Cour internationale de justice qui parle des étapes ou des mesures préventives sur le plan humanitaire et qui aussi assure la spécialité de la Cour internationale de regarder dans la plainte ou d'examiner la plainte de crimes de génocide faits par l'Afrique du Sud et aussi qui devra considérer un rapport présenté par le côté israélien dans un mois.
De toute façon, la Cour pénale internationale n'a pas qualifié ce qui se passe comme génocide, mais a réitéré ou a demandé l'arrêt de la violence de la part d'Israël et en même temps l'entrée des aides humanitaires. N'est-ce pas? Oui, justement. Et là, il y a différentes interprétations, il y a différents arguments qui disent que la Cour n'a pas, disons, dans son dossier, n'a pas ou le droit ou la prérogative de demander un cessez-le-feu entre des belligérants. C'est le travail des Nations Unies dans les organes de Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale. D'autres font l'argument que Israël est un État. Or, Hamas et les autres factions ne sont pas un État reconnu, donc, et que la Cour, elle se prononce dans les confrontations ou dans les causes qui sont entre deux États. Ça aussi, c'est un argument qu'on présente. Ce qui est dit que les mesures déclarées ou demandées par la Cour internationale de justice, cette Cour, ces mesures-là, pour être exécutées ou mises en réalité, il faut une résolution du Conseil de sécurité qui n'a pas ou qui n'est pas arrêtée par un veto. Oui. Pour la Cour pénale internationale qui dépend du statut de Rome, c'est une autre question. Il y a d'autres pays qui ont déclaré qu'ils vont présenter aussi cette requête vers la Cour pénale internationale. Vous parlez de l'Amérique latine. Oui, justement. Exactement. Bon, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un autre appel téléphonique, ou bien effectué un appel téléphonique avec le roi de Jordanie. Alors, qu'est-ce qui se passe en Jordanie, là? Est-ce que vous pouvez expliquer ce qui s'est passé hier et tout? Vous voulez préciser l'attentat qui s'est passé contre comment on dit, contre des Américains sur les frontières jordano-syriennes. Écoutez, l'Égypte, même avant que ce triste événement se passe, l'Égypte a bien cautionner le monde entier et aviser le monde entier de la menace et du danger d'une extension de la violence, de la guerre dans d'autres parties de la région sous différentes formes. Et nous avons vu, ça se passe vraiment. Il y a une forme, disons, de la violence de l'armée israélienne, qui est presque une guerre maintenant, qui se passe en Cisjordanie. Nous avons vu les attaques au sud du Liban et qui ont visé et qui ont eu pour résultat la mort de plusieurs leaders palestiniens. Nous avons vu aussi les attaques qui ont eu lieu sur Damas et les alentours de Damas. Oui. Nous avons vu ce qui s'est passé en Irak, ce qui se passe dans la mer Rouge de la part des Houthis qui disent « Arrêtez la guerre de Gaza, nous arrêtons les attaques sur et sur les navires qui appartiennent à Israël et aux États-Unis d'Amérique. » Ce qui s'est passé hier est une autre forme d'extension, disons, de la colère, de la déception, du sentiment d'injustice
qui règne maintenant dans chaque maison arabe, dans chaque foyer. Les jeunes sont mécontents, les moins jeunes le sont aussi. Le risque d'une guerre plus globale dans la région est devenu éminent. Or, il faut faire quelque chose et très rapidement parce que si la région est enflammée, cela est une menace d'insécurité, d'instabilité, de guerre, et il y en a qui parlent d'une troisième guerre, d'une étincelle de troisième guerre mondiale qui pourrait toucher la région méditerranéenne et euro-méditerranéenne, mais même pourrait s'étendre plus globalement. Oui, c'est vrai. Donc, les deux leaders, dans leur appel, se sont comme d'habitude consultés très étroitement. Ils ont analysé la situation et probablement ils se sont mis d'accord de continuer leur coopération et leur coordination étroite pour faire face à toutes ces menaces qui nous entourent. Oui, tout à fait. Je profite de votre présence avec une dernière question concernant des sources iraniennes qui ont déclaré que la Chine a demandé à l'Iran de faire pression sur les Houthis pour arrêter les attaques dans la mer Rouge. À votre avis, est-ce que la Chine, en tant que grande puissance mondiale quand même, et en tant qu'ami à des pays comme l'Iran et de tous les pays de la région, je parle du Golfe, est-ce qu'elle pourrait vraiment convaincre l'Iran de faire pression sur les Houthis? Il faut d'abord être sûr et certain de la mesure de pression, de la mesure d'influence que les autorités iraniennes peuvent avoir sur les Houthis. Oui. Est-ce qu'ils sont capables vraiment d'avoir cette influence? Est-ce qu'ils ont le vouloir ou la volonté d'exercer plus de pression sur les Houthis? Nous savons que certainement la Chine, non pas seulement sur le plan politique, mais surtout sur le plan commerce international, sur le plan relations économiques et puissance économique chinoise, regarde ce qui se passe dans la mer Rouge, dans l'océan Indien, dans la mer Arabe, dans toute cette région. Ils considèrent ça une grande menace économique pour leur prospérité, pour leur commerce international, pour leurs relations dans la région, en Afrique, mais aussi avec les pays du Golfe. Oui. Donc, on comprend que la raison d'être qui a poussé la Chine à contacter l'Iran, mais il ne faut pas être sûr et certain que seul l'Iran pourra exercer cette pression et à quel point il est sûr de réussir à exercer ces pressions. Mais aussi, l'Iran elle-même, ou il-même, il a beaucoup d'intérêt à sauvegarder. Il n'a pas beaucoup d'intérêt à faire des confrontations ou aussi à faire des concessions. Ouais. Et il essaye de gagner du terrain sur le plan européen pour l'affaire nucléaire. Il essaye de garder les relations très délicates, très équilibrées avec les pays du Golfe. Et ce qui est important, surtout avec l'Arabie saoudite, avec laquelle il tient à tenir des relations qui se sont améliorées récemment, et aussi le fait qu'il veut garder cette image de pouvoir dans la région. Donc il y a à faire l'équilibre
entre cette image de pouvoir, mais aussi les intérêts nationaux immédiats de l'Iran. Parfait, c'est très clair. Je vous remercie beaucoup, Madame l'ambassadrice Wafa Abassim. Je rappelle que vous êtes ancienne assistante du ministre des Affaires étrangères. Vous avez parlé quand même il faut rappeler des appels téléphoniques du président Abdel Fattah el-Sisi avec le roi de Jordanie et avec le chancelier allemand, surtout sur ce qui se passe dans la bande de Gaza, mais aussi ce qui se passe dans toute la région, soit en Syrie, au Liban, dans la mer Rouge, ce qui se passe avec les Houthis et les efforts déployés actuellement par les pays de la région pour arrêter les menaces maritimes ou bien les menaces dans la mer Rouge, qui, bien sûr, affecte le commerce international. Je passe à un deuxième sujet. Il s'agit du chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Choukri, qui a tenu hier une séance de pourparlers avec son homologue saoudien, Faisal Ben Farhan, au siège du ministère des Affaires étrangères au palais El Tahrir. Au terme de leur entretien, les deux ministres ont tenu une conférence de presse conjointe au cours de laquelle ils ont appelé à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza afin de permettre l'entrée de l'aide humanitaire et d'ouvrir la voie à une solution politique à la crise basée sur la solution des deux États. Le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Choukri, a tenu hier une séance de pourparlers avec son homologue saoudien Faisal Ben Farhan au siège du ministère des Affaires étrangères au palais Tahrir. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a reçu son homologue saoudien et a entretenu des entretiens importants se focalisant sur la situation dans la région qui connaît une remarquable complication, ce qui menace la sécurité et la stabilité. L'entretien a également porté sur les relations égypto-saoudiennes et les moyens de les renforcer dans divers domaines, ainsi que les questions régionales et internationales d'intérêt commun. M. Choukri a indiqué que le cessez-le-feu dans la bande de Gaza est impérieux afin de mettre fin à la politique israélienne de punition collective et au déplacement forcé des Palestiniens. Il a appelé la communauté internationale à dissuader Israël pour arrêter ces pratiques au vu du non-respect par Israël de toutes les résolutions faisant entrer la région dans un cycle de violence. Au terme de leur entretien, les deux ministres ont tenu une conférence de presse conjointe au cours de laquelle le ministre saoudien a appelé à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza afin de permettre l'entrée de l'aide humanitaire et d'ouvrir la voie à une solution politique à la crise basée sur la solution des deux États. M. Choukri a indiqué que les deux parties ont de même discuté de la situation dans la mer Rouge, appelant à cet effet à respecter la sécurité de la navigation maritime loin des tensions régionales. Il a également ajouté que les entretiens ont porté sur la situation au Soudan et la nécessité d'un cessez-le-feu pour arrêter tout acte menaçant la sécurité et la stabilité. Le ministre saoudien des Affaires étrangères a pour sa part appelé à un cessez-le-feu immédiat à Gaza, rejetant les pratiques israéliennes qui visent à affamer les Palestiniens et à les assiéger. Il a souligné l'importance de voir une action internationale unie pour faire face à cette situation dramatique et pour voir faire entrer les aides humanitaires dans la bande de Gaza. Le ministre saoudien des Affaires étrangères a également ajouté avoir abordé la particularité des relations entre l'Égypte et l'Arabie saoudite lors de ces entretiens, indiquant avoir de même discuté des dossiers régionaux et internationaux.